Bonjour, c'est Kevin de Barista Academy. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui va être un petit peu spéciale parce que je me trouve dans un lieu spécial avec un guest spécial. Je ne vais pas en dire plus, on va y revenir juste après. D'ailleurs, cette vidéo va se découper en 3 vidéos. Si tu prends cette vidéo en cours de route, tu as tous les liens des prochaines vidéos dans la description de la vidéo YouTube. Mais juste avant de commencer, eh bien, de te présenter l'invité qui est à mes côtés. Comme toujours, je t'invite à faire 3 choses. La première, c'est de t'inscrire à mes contacts pour recevoir des conseils pour devenir barista, pour ouvrir un coffee shop ou simplement eh bien, si tu es un passionné de café. La deuxième des choses, eh bien, c'est de me suivre sur Instagram. Et la troisième, bien sûr, c'est de t'inscrire à la chaîne YouTube. Voilà, ceci étant dit, tu as tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Je vais pouvoir eh bien, te présenter ce guest spécial. Donc bonjour Thomas, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, ouais. Alors, donc je m'appelle Thomas Lehoux, je suis le cofondateur de la Brouille de Belleville à Paris. Je travaille dans le café maintenant il y a 10-12 ans environ. Ouais, La Brouillerie, elle, a 5 ans. On l'a d'accord. ouverte il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est 3 associés. Ok. Et on l'a ouvert, donc on est dans le 19e arrondissement de Paris. Ouais. On a commencé la Boulerie il y a 5 ans, toujours dans le 19e, mais un peu plus vers Belleville. Maintenant, on est dans un espace un peu plus grand, comme tu peux le voir ici. On va en Euh, reparler juste après. dans le 19e, mais plus proche du canal Saint-Martin et canal de l'Ourcq, dans ce coin-là. Donc voilà, la Boulerie, qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors juste avant, tu m'as dit que ça fait 5 ans que la boulangerie est ouverte, ça fait 12 ans que tu es dans le café, donc si mes calculs sont bons, il y a 7 ans. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 7 ans? Comment t'en es venu au café? Alors, moi, j'ai travaillé avant ça dans la restauration globale, c'est-à-dire dans les cocktails, en tant que barman, un Ouais. peu avant. Et il y a 12 ans maintenant, 12-13 ans, j'ai fait un voyage en Australie, travailler pour mon frère qui habitait là-bas, dans les cocktails. Et j'ai découvert un peu le café, ou du moins les coffee shops. À l'époque, le café en Australie, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que D'accord. il existait plein de coffee shops un peu cool, mais la qualité du produit était pas vraiment là encore. Ouais. Sauf qu'il y avait cette optique de faire du latte art, d'avoir des cafés de Ouais. qualité, etc. On était quand Euh, même sur du café de spécialité ou on n'aurait pas pu c'était pas l'appeler comme ça à encore? Ouais. l'époque. Non, non, non. On aurait pu dire, c'était les prémices du café de spécialité en Australie. Donc il y avait plutôt une optique de se détacher un peu du classique, mais il y avait toujours du robusta dans les assemblages. Il y avait toujours, enfin ça restait assez bas de gamme. Par contre, il y avait des endroits qui commençaient à sortir du lot en faisant que des purs arabica et des purs origines ou des choses comme ça, quoi. Ok, ça commençait à fleurir un petit peu. Tu Ouais, 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 sentais que c'était. ça tendait vers ça. Ouais, ouais, complètement, complètement. Mais ce qui m'a le plus heurté, en fait, c'était plutôt l'esprit des coffee shops, plus que le café spécialité. À cette époque-là, Ouais. j'avais aucune idée que le café spécialité pouvait être un monde aussi Ouais. intéressant et aussi large. Pour moi, c'était plutôt genre, ah, c'est des petits espaces cool où les gens se posent, viennent tous les matins, on n'y sert pas d'alcool, donc il y a un Ouais. autre style, il y a, Ouais, c'est il y une a autre clientèle, c'est une complètement. autre. Tu viens chercher autre chose. Ouais, et en France, c'était un peu l'époque où moi quand je vivais en France, c'était le bistrot, le café. Ouais. Dans le bistrot, le café, on n'avait pas du tout la même clientèle, si tu veux. C'était vraiment, t'avais les piliers de bar un peu Ouais, bourrés le dès le petit 9 heures du verre de matin. blanc à 11 heures. Voilà, des choses comme ça. Et t'avais aussi une clientèle qui était plutôt masculine. C'était pas toujours très fun. C'était pas Non. vraiment un lieu de rencontre. Ça l'était plus. Ça l'était, Ouais. tu sais, à l'apéro avec des copains pour boire des bières et des pastis. Mais c'était pas vraiment un lieu où même le matin, tu pouvais croiser des gens sympas, taper la tchatch, etc. Et j'ai découvert ça un peu en Australie. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible que dans un pays comme la France, qui est Mhm. le pays du bistrot et du café, on peut pas avoir ce genre d'esprit et Ouais. de feeling. Du coup, Parce quand que je suis revenu, l'esprit, en fait, quand on est habitué quand même au café, mais c'est pas. Je veux dire, l'esprit est quand même différent. Tu vas dans un. J'imagine quand tu vas dans un coffee shop en Australie, c'est mm, à cette époque, et tu vas dans un bistrot en France à la même époque, tu vas mm, pas chercher la même chose forcément non plus. non, bah, je pense que Peut-être la rencontre, mais autour ouais, de. voilà, je pense que certains clients aimeraient trouver ça, c'est-à-dire que pouvoir descendre au bas de chez toi, taper un petit expresso au comptoir ou un petit café Ouais. au filtre ou un café au lait et pouvoir taper la tchatch avec les gens à côté, mais il y a toujours, je trouve, comment dire, une assez mauvaise image du bistrot à la française Ouais. aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, tu voyais tout âge, toute nationalité, tout sexe Mhm. boire et manger et prendre genre un petit croissant au comptoir Ouais, avec ouais. un café crème.
des trucs que tu vois moins en moins. Bon, aussi parce que les gens boivent de plus en plus de café chez eux via Nespresso ou via des choses comme ça. Donc, il y a eu un gros coup Les de habitudes de down, quoi. consommation Ont ont changé évolué aussi. également. Ouais. Mais elles ont évolué aussi, je pense, à cause du fait que beaucoup de restaurateurs n'étaient plus des restaurateurs et étaient juste des revendeurs de produits de chez Métro, quoi. Ok. Ce qui fait qu'il y a aussi, dans tous ces petits coffee shops à l'australienne que je découvrais, il y avait un côté très fraîcheur. Tu vois, genre, Ouais. on faisait des yaourts le matin frais, tu vois, on utilisait du lait frais. On était dans une optique de genre, on recevait les légumes le matin, bam, on les cuisinait, on les servait frais la journée. Un truc que tu pouvais plus du tout voir il y a 10 ans dans la plupart des bistrots français. Enfin, les bistrots français, ils ont 3 fournisseurs. C'est drôle que tu parles de ça parce que maintenant, c'est vrai que on le voit dans la plupart des clientèles qui fréquentent les coffee shops ou coffee shop et des fois quand ça tire vraiment sur la restauration rapide, on voit que les gens recherchent justement les produits frais, de manger quelque chose de sain. Et c'est un petit peu comme si l'Australie à cette époque avait quand même quelques années d'avance sur nous. Ah oui, pour moi, ça a été ça. Ça a été genre, mais comment ça se fait que eux sont en avance? Enfin, comment ça se fait que tu peux acheter du café, du lait frais, tu peux le recevoir tous les matins en livraison en Australie et en France, on peut même pas en choper un dans un supermarché. Comment c'est possible? À l'époque, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile, mais à l'époque, c'était impossible. Et c'était le cas. Alors c'était le cas en Australie à ce moment-là. Il y a eu la même chose dans les pays scandinaves au même moment. Il y a eu la même chose aux États-Unis. Et donc ouais, quand on est revenu, j'étais là genre mais c'est pas possible. Il faut changer la donne. Il faut faire quelque chose parce que c'est pas. Enfin, je suis un peu chauvin et j'étais là genre mais c'est pas concevable quoi. J'avais Donc le côté. ça t'a permis justement donc, de t'immerger en Australie, de découvrir le café. Et là, tu t'es dit, écoute, pourquoi pas ramener ça en France? Et vu que ça n'existe pas, le créer moi-même. Exactement. C'était un peu ça l'idée. Ouais, exactement. C'était exactement cette idée-là. Et donc, quand je suis revenu, j'ai au début voulu ouvrir mon commerce, qui était l'idée d'un coffee shop, mais plutôt en province, d'où je venais, donc à côté d'Angers. Ouais. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué parce que finalement, les prix des fonds de commerce en province sont pas souvent moins chers qu'à Paris. Ok. Donc, quand on débute, c'est très compliqué. Quand Ouais, t'as pas d'apport, parce que moi, j'avais pas de fric. Ce qui fait que j'ai décidé de monter à Paris dans l'optique de je vais essayer de trouver un endroit où bosser plutôt que d'ouvrir mon propre lieu. Et j'ai débarqué, je me rappelle, à la caféothèque de Paris, en mode salut, peu importe combien vous me payez, je veux bosser pour vous. Vraiment dans l'univers du café, tu avais fait ton choix à ce moment-là. Ouais, en fait, de toute façon, j'avais pas le choix. À l'époque, il y avait que la caféothèque. Il y avait ça ou Starbucks. Donc, quand je suis arrivé à Paris, j'ai envoyé un CV à Starbucks. Ils m'ont dit non. Donc, je suis allé à la caféothèque. Sur le coup, j'ai bien fait, mais je savais pas que je faisais une bonne chose à ce moment-là. Et donc, j'ai fini à la caféothèque et ils m'ont embauché. Et j'ai commencé d'abord comme barista et ensuite plus sur la torréfaction et ainsi de suite. De fil en aiguille, tu as un petit peu remonté comment on appelle ça, la filière. Ouais, complètement. Tu es parti de la machine et après tu as été voir un petit peu ce qu'il y avait en termes de torréfaction, tout ça. Et dans tous les cas, on va réserver une vidéo où tu vas vraiment nous parler de la torréfaction. Vraiment, si tu as envie de devenir torréfacteur, si tu as envie de te lancer, de découvrir ce métier passionnant, on va te réserver, je te rassure, une vidéo à ça. Donc dans la caféothèque, c'était un très bon terrain de jeu parce que c'était un endroit où il y avait plein de cafés différents, où il y avait plein de moyens d'apprendre mieux. C'était aussi, vu que c'était le seul endroit à Paris qui servait ça, ou en France même, c'était un peu le lieu de rendez-vous de tous les étrangers qui venaient en France pour goûter du bon café. Donc on s'est retrouvé avec un gros réseau de gens à ce moment-là. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé d'aujourd'hui, David Finn, qui est aujourd'hui mon associé à la Boulerie. Donc on a bossé ensemble à ce moment-là à la caféothèque. Et quand on est parti de la caféothèque, on s'est dit on va bosser dans le café, mais vraiment et à notre compte cette fois. Vous avez commencé, donc vous avez lancé une torréfaction? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. Entre-temps, lui a ouvert son premier coffee shop qui s'appelait le Télescope à l'époque, dans le premier arrondissement avec un autre associé. Et moi, 6 mois plus tard, j'ai ouvert avec un des autres associés mon premier coffee shop qui s'appelle Ten Bell. D'accord, ok, j'ai déjà eu l'occasion d'aller faire un tour. Ouais, donc voilà, donc Ten Bell, j'ai ouvert Ten Bell il y a maintenant 7 ans et demi, 8 ans en fait. Et pareil, en fait, Ten Bell, c'était un peu je me suis associé avec des gens avec qui je travaillais à l'époque, qui avaient le Bal Café, qui sont toujours à la tête de Ten Bell aujourd'hui, même si maintenant j'ai vendu mes parts. Et le but de Ten Bell, c'était véritablement de prendre ce qui m'avait le plus marqué dans les coffee shops et de le transférer dans un espace à Paris. Donc j'ai trouvé au bord du canal Saint-Martin à ce moment-là parce que j'ai trouvé nulle part ailleurs. C'était un peu un coup de chance.
J'ai eu beaucoup de chance aussi parce que le fonds de commerce n'était pas très cher et que c'était facile de lancer une affaire. Ça ne m'a pas coûté énormément d'argent, mais ça a été un très très gros succès. Donc ça a bien marché. Ok. Le quartier était en plein changement drastique et donc on s'est retrouvé avec des rues qui se chamboulaient, des commerces qui ouvraient dans tous les sens et donc c'est devenu un petit peu ça a très bien fonctionné. Ok, donc après vous avez fait votre expérience chacun de votre côté et après vous êtes retrouvés pour... Exactement. Alors on continue à travailler pas mal ensemble parce que quand moi j'ai ouvert Tenbel, David commençait à torréfier un peu à l'arrache de son côté via Télescope. Ouais. Il torréfiait donc pour Télescope et pour moi chez un copain qui est torréfacteur à nous qui s'appelle Coutume. Ouais. Donc on allait avec notre vélo et nos sacs de café vert, on allait à Coutume, on torréfiait sur un torréfacteur et on ramenait nos cafés dans nos propres lieux. D'accord. Donc au début ça a commencé un peu comme ça, ça c'était à 6 ans. Et donc on s'est rendu compte que ça nous plaisait beaucoup de torréfier le café et d'avoir un vrai rapport avec le produit. Du coup on s'est dit on va ouvrir une torréfaction, on a cherché un local et donc un an et demi après avoir ouvert Tenbel, on a ouvert la boulerie. Ok. Voilà. Donc, le cheminement est passé un peu par là, d'être d'abord employé, ensuite de faire des événements à droite à gauche, etc. Ensuite d'ouvrir nos propres coffee shop et ensuite d'ouvrir la torréfaction. Ce qui était intéressant, c'est que d'abord, quand on a ouvert la boulerie, on avait déjà nos propres clients, c'est-à-dire qu'on avait nous-mêmes nos clients dans les coffee shops, et aussi comment dire, tout le réseau que tu avais construit. Exactement. Autour, finalement. Ouais. C'est ça qui est important d'un côté. C'est primordial. C'est-à-dire que jour 1 à la torréfaction, on avait 4 clients qui étaient 4 gros coffee shops. Quoi. Ouais. Donc déjà, tu te dis, je démarre plutôt pas trop mal. Ouais, ce qui est hyper important, surtout quand tu fais la torréfaction, on en parlera plus tard, qu'un commerce qui n'est pas un commerce qu'un commerce où le fond, la trésorerie est très très importante. Et donc c'était vraiment intéressant d'avoir vraiment des clients qui nous supportent dès le début et qui font un certain volume pour pouvoir vraiment avoir un sacré fond de roulement quand même derrière pour pouvoir soit rentable. Ah ouais, c'est primordial. Ce qui n'est pas vraiment un problème quand tu ouvres un commerce de bouche, parce que en gros, les clients ils payent au moment où ils consomment. Et quand tu es fournisseur, les gens ils payent 30 jours après ou 45 jours. Je vois bien le truc, c'est différent. C'est le moment de passer à la caisse. Exactement, c'est un peu ça. Alors, c'est pour ça que des fois, tu grattes un peu et tu dis il me manque une facture. Surtout que le café doit être, nous on le contracte des fois 6 mois à l'avance, donc on contracte, on doit payer pour qu'on se fasse livrer les palettes, donc des fois les palettes elles restent chez nous pendant 1 mois ou 2, voire plus si c'est des petits lots, et donc du coup c'est pour ça, il y a besoin d'avoir un temps de lancement pour que tu aies justement de l'argent qui rentre et qui sort, ça demande quand même d'avoir un certain, comme on disait, un fonds de commerce pour que ça... un fonds de roulement. Ouais, la trésorerie chez un torréfacteur c'est genre primordial. La gestion des stocks, c'est un vrai métier en fait. Okay. C'est pas beaucoup de logistique. Beaucoup de logistique, plus que ce qu'on pense. Beaucoup plus que ce qu'on pense. On aura le temps dans tous les cas de voir ça un peu plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc, de passer la brûlerie à cet espace ici. Oui. Donc, je le rappelle, tu as fait donc l'ouverture il n'y a pas très longtemps. Hier, c'était les portes ouvertes. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce lieu? Alors, le lieu ici, c'est véritablement le reflet de la philosophie de la boulerie. C'est-à-dire que quand on a ouvert la boulerie avec David, on s'est dit il y a 3 choses qui comptent. Il faut qu'on travaille à long terme avec nos producteurs et nos clients. Il faut que la traçabilité, la fraîcheur des cafés selon les récoltes, et la fraîcheur des récoltes, ça soit primordial chez nous. Et la transparence et la transmission des informations avec nos clients et nos fournisseurs. Donc on s'est dit, quand on a ouvert ce lieu, quand on a décidé qu'on prenait un espace beaucoup plus grand, à la base on voulait le prendre en dehors de Paris, pour des raisons d'argent, parce que trouver un local de 400 mètres carrés dans Paris, ça ne coûte pas le même montant qu'en dehors de Paris. Sauf qu'on s'est confronté d'abord à des lieux qui n'étaient pas toujours très agréables à travailler, un peu genre zone industrielle, etc. Deuxièmement, on s'est rendu compte aussi que peu de nos clients allaient se déplacer pour venir nous voir, ou peu de gens du grand public, par exemple. Et pour nous, c'est un problème parce que on n'est pas dans une optique de produire, envoyer, puis terminer, quoi. Tu veux vraiment avoir cette relation avec. Je veux le contact avec les gens. Je veux que mon client, au final, en fait, le but de la boulerie, c'est de populariser le bon café. C'est vraiment une expérience que tu offres vraiment à la personne qui vient en tant que client. C'est tu viens dans le lieu. Là, bon, tu m'avais fait la visite, tu rentres dedans. Je crois que le truc le plus c'est quand tu vas juste à côté, le stock, quand tu vas dans le stock. Je sais pas si vous avez vu la caverne d'Alibaba quand il ouvre les portes,
là, tu as les yeux, tu fais waouh, tu vois, tu sais que tout se passe là. L'idée, ça a été de dire, genre, le bon café, c'est important, mais la façon dont on l'apporte aux gens, c'est aussi important. C'est-à-dire que l'expérience que tu as autour, l'accueil, le sourire de la personne qui va te montrer où se passent les cafés, qui va te faire la dégustation, et tout ce qui va autour. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est dans l'idée de transparence, bah, on fait la même chose ici. Les gens qui viennent à la boutique, ils peuvent voir à travers les vitres comment est procédé le café, comment il est torréfié, mis en paquet, mis en expédition. Ils peuvent voir comment, là où on est en ce moment, on goûte le café, on fait des formations avec les gens. Tu vis le café, c'est pas, tu sais, je pense qu'il est intéressant pour les personnes, c'est quand tu bois le café, t'imagines tout ce qu'il y a eu autour et tu l'apprécies déjà beaucoup plus. Tu fais, ah ouais, il y a eu ça. Tu sais pourquoi tu le bois, tu sais éventuellement pourquoi tu le payes aussi plus cher. Exactement. Tu sais d'où ça vient, tu sais pourquoi, tu as même été renseigné sur, par exemple, voilà, ça vient de telle région, donc tu vas avoir tel arôme, donc il faut plutôt le préparer comme ça. Et c'est, comme on dit, c'est vraiment une expérience à part entière. C'est ça qui est hyper fort, c'est que on a la chance d'avoir une traçabilité jusqu'au producteur. Et c'est quelque chose que la plupart des cafés n'ont pas, quoi. Alors, il faut le montrer, il faut en parler, il faut l'expliquer, il faut parler. En plus, on n'a rien à cacher parce qu'on n'a pas peur de dire combien on achète nos cafés verts, on n'a pas peur de dire combien de marge on fait sur nos cafés. On n'a rien à cacher, quoi. Donc, quand c'est comme ça, autant beaucoup en parler parce qu'en fait, c'est ça que le client cherche. Il veut de la découverte, il veut de la transparence et il veut. Oui, puis c'est un produit de qualité qui respecte toutes les différents plus ou moins intermédiaires de la filière, du mec qui fait pousser ses cafés à la personne qui boit son café également. C'est aussi, et ça qui est, pour nous, c'est aussi je pense, quelque chose auquel on s'oblige, c'est d'expliquer qui sont les acteurs. Parce qu'il y a une sorte de mode en ce moment de dire autour du direct trade, donc de l'achat en direct au producteur, qui est une fausse croyance. C'est-à-dire que le mythe de je suis un torréfacteur, je vais dans un pays producteur acheter directement mon café, ça n'existe pas. C'est impossible. Pas parce que, c'est la réalité. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des producteurs en direct. Mais on n'achète pas en direct. Vous ne pouvez pas faire la logistique, faire le sourcing, faire les exports, envoyer des échantillons. Ça, c'est pas possible. Donc, ce qu'on fait, c'est du direct relationnel. C'est-à-dire que on a des relations en direct avec des producteurs. On les a au téléphone. Là, hier, avant-hier, il y a Benjamin Paz, qui est un de nos producteurs honduras, qui est sur place, qui est là et je vais boire un verre après. Ça, c'est de la relation en direct. Mais entre lui et moi, il y a plein de gens qui font la logistique pour nous. Et ça, ces gens-là, ils ont un vrai rôle parce que sans eux, j'aurais pas un café aussi quali, j'aurais pas une fraîcheur dans les récoltes qui va aussi vite. Des fois, on reçoit des cafés, ils ont été récoltés il y a moins d'un mois. Enfin, ça n'existe pas dans une optique où on fait du direct trade. Et pour nous, c'est hyper important de pouvoir montrer toute cette transparence, d'expliquer qu'il y a des exportateurs et leur travail, c'est de faire des échantillons, de rencontrer les producteurs, de faire du sourcing et d'envoyer des échantillons à des importateurs. Et les importateurs, eux, leur job, c'est de faire venir le café de là-bas jusqu'ici, être sûr qu'il arrive sur la qualité, qu'ils assurent aussi, parce que quand tu as un container qui traverse le Pacifique ou l'Atlantique, tu sais jamais ce qui peut arriver, quoi. Donc, si c'est toi qui l'as payé, c'est toi qui prends tous les risques et vice versa, etc. Donc, il faut des gens autour de toi pour ramener les cafés jusqu'ici et c'est important d'avoir des vrais partenaires. Et ça, pour nous, c'est primordial d'avoir un lieu où on peut leur expliquer aux gens que on n'a pas ces cafés-là sans personne. Ouais, c'est un gros travail d'éducation aussi de tes clients, des personnes qui vont venir, pour vraiment comprendre, entre par exemple, ce qu'on va te montrer plus ou moins à la télé ou sur des reportages, là d'être vraiment au cœur et d'avoir un expert qui te dit, bah attends, ok, il y a cette partie-là de la réalité, mais regarde, il y a toute cette réalité. On pourrait faire un truc hyper, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le mot, mais éthique, vraiment du producteur à ici, mais c'est logistiquement pas possible. Il y a des réalités qu'il faut prendre en compte également et qui sont également des avantages dans un certain cas. Ouais, et surtout, il ne faut pas croire que parce qu'on achète le café en direct avec le producteur gagne mieux. Oui, ça n'a aucun rapport en direct. Il n'y a pas de corrélation. Non. On a besoin de ces gens-là. Alors après, bien sûr, il ne faut pas des gens sur la chaîne qui s'en mettent plein les fouilles et qui ne travaillent pas de la même manière que nous. Ça n'aurait aucun sens. Mais par contre, de trouver des gens avec qui on bosse de la même manière que nous on le fait et que nos producteurs le font, et là, oui, là, la chaîne, elle est vertueuse. Il y a un vrai win-win. C'est gagnant-gagnant. Ouais. Ah oui, c'est vraiment... Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer, le fait d'avoir ce lieu, c'est d'expliquer que voilà, on travaille avec tel importateur parce qu'il travaille comme ça, on travaille avec tel producteur parce qu'il travaille comme ça, on ne court pas après les labels parce que telle chose ou telle chose. Donc
c'est pour nous un lieu qui est génial parce que enfin, on va avoir l'espace pour pouvoir accueillir plein de gens, pouvoir faire ce genre de pédagogie, je dirais, Ouais. sur le produit, sur le process et sur les achats et comment ça se passe. Ok. Et en même temps, pouvoir former des gens, continuer à bosser dans les bureaux, avoir notre stock comment dire, sous contrôle de température, etc. Enfin, c'est plein de petites choses en même temps. Et le tout en étant capable de le montrer aux gens. Ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, justement, par rapport à ce lieu, donc il est composé de différentes pièces. Est-ce que Mhm. tu peux nous les présenter Ouais, bien sûr. Alors, en tout premier, c'est la boutique, parce que c'est la première chose que les gens voient, donc ils donnent sur la rue. L'idée de la boutique, c'est de ne pas rentrer dans l'idée d'un coffee shop, mais vraiment dans une boutique dédiée au café. C'est-à-dire que tu peux acheter là-bas tous les cafés qu'on a à la bouderie, Ouais. sous toutes enfin, en grains, en moulu, etc. Et tu peux acheter également toutes les machines que tu veux. Tu peux également déguster des cafés, que ce soit en filtre, en expresso, Ouais. sous toutes les méthodes, et sous tous les cafés. Donc on peut choisir son café, le goûter, si ça nous plaît, on prend un paquet ou quoi que ce soit. Et c'est aussi l'occasion de discuter avec les commerçants. C'est-à-dire que mon équipe qui est à la boutique sont des gens qui sont aussi formés que moi. Et donc ils peuvent répondre à n'importe quelle question sur des machines, sur des cafés, sur des process. Et ça c'est hyper important pour moi parce que c'est ce qui fait que avant de vendre du café, on est des commerçants. Mais pas des commerçants dans l'optique je vends le plus cher et je fais le plus de marge possible, mais dans une optique beaucoup plus en fait on accueille, on écoute ce que vous avez besoin de savoir sur le café C'est et on le vous conseille. café que la personne recherche, elle repart avec le café Exactement, qu'elle a envie. exactement. Et c'est important de pas être, et ça c'est un truc hyper important dans notre métier parce que c'est le cas dans d'autres endroits, c'est que c'est important d'être vraiment très communicatif avec les gens et de pas être du genre ah mais si vous aimez pas les cafés acidulés ou fruités c'est parce que vous y connaissez rien. Non, chacun aime le café qu'il a envie et au moment où il a envie, de la manière qu'il veut. Donc c'est important d'être dans cette optique-là en fait, les gens ils viennent, ils veulent apprendre, ils n'ont pas besoin d'acheter un paquet de café. Hein. Ils viennent, ils posent des questions, ils boivent un café, ils peuvent repartir. C'est pas grave. Et c'est sur le là long où tu terme. marques, des points justement, comme tu dis, long terme, la personne, tu vas l'éduquer et forcément quand elle aura une question de café, quand elle voudra acheter du café, ah c'est vrai, on m'a dit ça, c'était pas con et finalement ça s'est révélé être vrai, donc je vais plutôt aller voir cette personne-là. Ouais. Donc tu as la partie donc, boutique. Exactement. Donc, après, on traverse la boutique, on arrive juste derrière là en fait. Dans la production. Donc la prod aujourd'hui est assez vide parce qu'on a notre torréfacteur de 15 kg, qui est un Giesen de 15 kg, qui aujourd'hui, à l'époque, il était dans un espace de 50 mètres carrés, donc il avait l'air très gros, très volumineux. Aujourd'hui, il est dans un 130 mètres carrés, voilà, donc il a l'air plus petit. Mais on verra l'année prochaine, on risque de le décaler un petit peu et de rajouter un autre torréfacteur plus gros. Mais ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que la production, où on torréfie aujourd'hui 4 jours par semaine, et avec notre ligne de production, donc pour les ensachages, la mise en sachet et l'expédition et les envois. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on peut également, comme on peut voir là, il y a une palette qui vient d'arriver dans la journée, ça ne gêne pas les gens pendant la prod. C'est pas obligé de rester dehors dans la rue aussi comme c'était avant dans l'ancienne brûlerie. Et c'est également le moyen de pouvoir faire visiter le grand public via des visites qui sont des sortes de visites guidées, on va dire, pour qu'on leur explique comment se passe la torréfaction. Parce que ça, c'est un truc qui est hyper important aussi, c'est que pour moi, c'est pas possible que les gens ne savent pas que le café, c'est une cerise à la base. Et qu'à la base, quand nous, on le reçoit, il est vert. Si tu veux, c'est comme te dire, des gens qui ne savent pas que le vin, ça vient du raisin. Quoi. Enfin, c'est comme le poisson pané, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le café. Et c'est fou parce que, en plus, ce qui est triste, c'est que c'est une belle histoire. Et donc, tu es là, mais comment ça se fait que les gens, on leur a plus transmis ça? Enfin, je veux dire, une carotte, elle arrive, elle vient du jardin, la carotte, quoi. Je veux dire, il n'y a pas une grande histoire derrière c'est une cerise, ensuite elle est fermentée, elle est séchée, ensuite elle arrive ici, on doit la cuire, c'est comme une fève de cacao, quoi. Donc il y a plein de choses et ça, on veut le transmettre et on veut que les gens le voient. Et donc du coup, pendant les visites, les gens pourront voir pendant la production et parler un petit peu avec ma torréfactrice pour savoir un peu plus sur les détails, des choses comme ça. Donc ça, c'est la partie vraiment de prod. Et comme on peut un peu la distinguer derrière, qui est ouvert complètement vitré dans tous les sens. En fait. Donc, un bloc dans un bloc. Donc tu m'avais dit, vous avez fait pas mal de travaux. Donc là maintenant, on est dans le laboratoire, c'est ça. Donc qui est destiné à quoi? Alors, il est destiné tout d'abord aux achats de café vert. C'est-à-dire que la table sur laquelle on est assis, c'est là où on dépense le plus d'argent. Parce que la première chose qu'on fait quand on découvre des nouveaux producteurs, c'est sur cette table. C'est-à-dire qu'on reçoit des échantillons
Soit Ouais. de producteurs qu'on n'a jamais entendu parler parce que voilà, c'est des nouveaux importateurs, soit parce que c'est des importateurs avec qui on travaille déjà, qu'on rencontrait des nouveaux producteurs dans les régions qu'on connaît, Mhm. ou des amis de producteurs qu'on connaît déjà qui nous ont envoyé des Ouais. échantillons, etc. Et donc c'est là qu'on les teste. Donc on fait de l'échantillonnage, on torréfie des petites quantités de café qu'on va goûter à l'aveugle, qu'on juge et ensuite qu'on estime si potentiellement ça peut nous intéresser ou pas, et ainsi de suite selon ce dont on a besoin. Donc ça, c'est le première utilité. Deuxième utilité, c'est là où on fait les contrôles qualité. Donc D'accord. à la bourrerie, depuis le premier jour, tous les batchs qui sont torréfiés, c'est-à-dire c'est un torréfacteur de 15 kg, donc on peut torréfier entre 10 et 14 kg à la fois. Donc un batch c'est une tournée, c'est ça? Exactement, ouais. Et donc tous les batchs sont cupés, donc dégustés à l'aveugle le lendemain pour vérifier le contrôle de la qualité. Ok. Et ça, c'est hyper important parce que c'est laborieux, extrêmement laborieux, parce qu'il faut imaginer que quand tu fais une journée entière de torréfaction, c'est-à-dire peut-être 20 batchs, donc Ouais. 20 broches de café, le lendemain, il faut goûter 20 tasses de café et D'accord. vérifier qu'elles sont dans ce que tu as envie. Ce qu'on appelle le cupping. Exactement, ce qu'on appelle le cupping, et qui est plutôt là, pour le coup, le cupping de prod, c'est-à-dire de vérifier si le café est exactement comme on voulait le servir au client. Qui est un petit peu différent du cupping de la partie achat de café vert, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais cette partie-là, donc c'est très important, et c'est d'autant plus important quand, comme nous, on travaille beaucoup sur les assemblages. C'est-à-dire que la plupart des cafés de spécialité, comme moi, ont tendance à utiliser les assemblages, les blends, un peu comme leur poubelle. C'est-à-dire, j'ai des cafés un peu vieux, ou j'ai des cafés qui ne se vendent pas, bam, je les mets là-dedans. C'est un mélange de café. Différentes origines de café, ouais. Et du coup, souvent, c'était le café le moins cher au menu. Et il y a quelques années, il y a 1 an et demi, 2 ans, on s'est dit, mais c'est pas possible, il y a moyen de faire des assemblages super bons, mais par contre, il y a beaucoup de travail en amont, c'est-à-dire qu'il faut acheter des cafés qui soient adaptés à des assemblages spécifiques. Il faut aussi travailler sur des torréfactions peut-être différentes selon les cafés, ou peut-être torréfier les cafés en même temps avant l'assembler les cafés, avant de les torréfier. Donc il y a eu beaucoup de travail de recherche et développement pour arriver à trouver des assemblages qui soient les plus intéressants. Aujourd'hui, on a une gamme de 6 cafés, et ce qui est d'autant plus intéressant pour nous, c'est que en ayant un profil, on va prendre l'exemple d'un de nos cafés qui s'appelle le Mistral, qui est un café qui est 100% Afrique, très fruité, très agrume, très léger, avec une belle fraîcheur d'acidité. Et ben, le café est à l'intérieur aujourd'hui, c'est un Éthiopie et un Kenya. Ouais. Et au moment où, je sais pas, le Kenya, ça sera plus la saison, parce que le café c'est un produit de saison comme ça, eh ben, je le changerai par un autre café. Peut-être un Rwanda, peut-être un Tanzanie, peut-être un Burundi, on verra. Sauf que j'aurais besoin de retravailler un petit peu soit ma torréfaction, soit mon pourcentage d'assemblage. Et ça peut se faire que sur le tub de cupping. Donc il y a énormément de recherche derrière à travailler là-dessus, quoi. On aura une vidéo consacrée au cupping, rassure-toi. Donc ici cupping, donc il y a aussi toutes les machines Oui. pour tout ce qui va être éventuellement formation. Exactement, ouais. Alors ça c'est très important pour nous parce qu'on travaille aujourd'hui avec presque entre 120 et 150 clients professionnels, restaurants, bars, coffee shop, etc. Alors les coffee shops c'est assez facile parce que souvent ils sont eux-mêmes formés, parce qu'ils ont déjà travaillé dans les cafés. Mais on a beaucoup de clients, de plus en plus, restaurateurs comme des bistrots, des cafés, des brasseries, et qui là pour le coup ont besoin de formation. Donc là on a plusieurs machines sur lesquelles on fait des formations. Aujourd'hui on a 3 modules le premier est un module sur les fondamentaux du café, un deuxième sur l'expresso et un troisième sur le lait, les boissons à base de lait. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques semaines, ces 3 modules sont aussi agréés d'État. Donc, du coup, on peut faire les formations via les acidiques et via le DIF. Et donc, ça devient de plus en plus intéressant parce que le but pour nous, c'est encore une fois, aujourd'hui, en tant que restaurateur, je cherche des baristas formés. Enfin, nous, on les forme, donc c'est un peu moins grave, mais il y a plein de mes clients qui cherchent des baristas formés. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui cherchent du taf. Donc, il y a un moment où il va falloir. Tu arrives à pouvoir être l'intermédiaire dans certains cas. Ouais, et en fait, le but à la base, c'était ça, c'est de se dire d'abord former nos propres équipes, ensuite former les pros avec lesquels on travaille, et aujourd'hui, c'est de plus en plus de dire en fait, il faut former des gens pour qu'ils trouvent du taf. C'est pas possible qu'il y ait autant de gens dans la restauration qui n'arrivent pas à trouver des employés. Et tu as une grosse demande en plus de barista actuellement, non? De coffee shop qui cherche un bon barista. Ah oui, alors ça, oui, c'est même pas une grosse demande, c'est tout le monde. Ouais. Tout le monde recherche du taf. Tout le monde recherche du staff. Et donc, partir avec un minimum, parce que ces 3 modules ne font pas de quelqu'un un barista. Mais au moins, ils font au moins les bases pour pouvoir débuter dans un café. Exactement. Et ces bases-là, si tu les suis, après, avec un peu plus d'input et de pratique, mais ça te donne, ça t'avance au moins pour pouvoir travailler dans ce métier-là, quoi. Ok, donc ça c'était la partie donc laboratoire. Ouais. Et on a la partie qui est juste géniale qui se trouve à côté, qui est là où tu as tout le stock. Ouais.
Alors ça, c'est la caverne d'Ali Baba parce que, en fait, il y a plusieurs choses. Pour nous, le verre, c'est la première chose qui atterrit chez nous, dans nos mains. Et on a toujours tendance à dire dans le monde du café que quand un producteur fait un café excellent, quand il ramasse dans l'arbre la cerise, c'est le moment le plus optimal. C'est-à-dire c'est là où le café est à son taux de richesse le plus optimal. Et chaque étape qu'ils vont suivre derrière, que ce soit le nettoyage, fermentation, nettoyage, séchage, etc., torréfaction, sont des étapes où en fait on peut abîmer le produit. Ouais. Et donc chacune des étapes, hein, c'est vraiment d'essayer de juste garder le produit le plus optimal possible. Donc on est toujours en train de faire ce travail-là. Et quand on reçoit le café vert ici, il y a déjà au moins 80 personnes qui l'ont touché, minimum, qui l'ont trié, nettoyé, séché, etc. Ce qui fait que quand il arrive là, déjà, c'est un miracle. C'est-à-dire que nous, on est la dernière étape derrière. Ouais. Donc, il ne faut pas te louper là. Ouais, exactement. Quoi. Et quand on le reçoit ici, et quand on reçoit des cafés aussi frais, parce que des fois, on reçoit des cafés, comme je disais, qui est 2 mois après la récolte, même pas, il est hyper important qu'il soit aussi bon le premier mois que 6 mois plus tard, que 10 mois plus tard. Alors, 10 mois après, ça devient compliqué parce que le café, il perd en matière organique, donc il perd en qualité. Mais il est important d'avoir un espace où tu puisses conserver ton café de manière le plus frais possible et pour gagner de la longévité. En fait. Et donc, quand on a trouvé ce lieu, on s'est dit parfait, on a une pièce qu'on a divisée en 2, mais on a une pièce qui est sans fenêtre, qui est très stable, comme une cave, vraiment comme une cave. Du coup, on va mettre les cafés ici. Et on s'est dit, dans l'optique de faire visiter aux gens, on va théâtraliser un peu la pièce et on s'est un peu inspiré des maisons de cognac. Ah non, mais elle est chouette la pièce. Hein. Ouais. Tu rentres dedans, tu fais un petit peu. J'ai déjà visité des caves chez les vignerons et tu as tous les fûts. Bah là, tu n'as pas les fûts, tu as les sacs de café. Tu as une certaine atmosphère. Je vous invite vraiment à tester. Hein. C'est vraiment chouette. C'est cool parce que c'est un super retour parce que c'est exactement ce qu'on a cherché à faire. En fait, l'idée, c'était quand on fait rentrer les gens là-dedans, d'abord, il y a un côté genre, c'est l'endroit le plus important de la Beauloise. Ouais. Après, il y a tout ce qui va autour, c'est-à-dire qu'il fallait que ça sente fort. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le café, même vert, ça sent fort. Et du coup, quand on rentre, on a cette odeur, cette moiteur aussi dans l'air. Il y a un côté très. Tu es dans un univers complètement différent. Tu sens que c'est là que ça se passe. Ouais. Et ça, pour nous, c'était hyper important que les gens s'en rendent compte, mais pas seulement parce qu'on leur dit. Et parce qu'ils devaient le ressentir. Hein. Et donc, pour le coup, on a un peu joué l'espace de cette manière-là. Quoi. On est hyper content du résultat escompté. Quoi. Ok, bon, en tout cas, moi, je pense que le pari est plutôt réussi. On va terminer pour cette première partie de l'interview. Pour les personnes qui veulent venir, vous êtes situé où exactement? Dans tous les cas, on mettra tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. L'adresse? L'adresse, c'est au 14 bis, rue Lally Tollendal, dans le 19e arrondissement de Paris. Au métro, le plus proche, c'est Jaurès. Voilà, Jaurès sur la ligne 2, 5. Exactement. Voilà, vous trouverez forcément, il y a les liens dans la description de la vidéo YouTube. Merci Thomas pour cette première partie. À toi. Et puis si vous avez des questions, si vous voulez interagir avec cette vidéo, eh bien, vous avez l'espace de commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo en compagnie de Thomas dans laquelle on va parler de torréfaction. À bientôt, ciao, bye bye.